Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandre Beillet, alcoologue, coach personnel pour dépendants alcooliques, comédien et animateur radio, en l'occurrence sur BXFM. Et il fait partie des fêlés neurologiques qui ont été stimulés par leur chemin de vie, de ces héros éclairés par leur propre histoire, qui ont surmonté leurs difficultés et sont donc les plus à même de transformer notre réalité. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Vous avez donc été diagnostiqué TDAH et vous avez pris conscience que l'alcool avait été une solution pour canaliser votre mental, que vous aviez cultivé cette stratégie de contournement en travaillant dans l'Eureka sans réaliser que vous perdiez le contrôle. Votre instinct de survie vous a sauvé. Vous avez alors décidé d'arrêter le sabotage, de prendre soin de vous après 20 ans de dépendance. Les alcooliques anonymes vous ont aidé à verbaliser. La radio et le théâtre ont pris le relais et vous avez géré l'alcool, votre TDAH et démarré une nouvelle vie. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment on bascule vers le sabotage ? Le véritable sabotage, on ne le sait pas, je ne le sais pas. Tout ce que je peux apporter comme toute petite précision, c'est que le TDAH, je n'ai été diagnostiqué qu'il y a 1 an et demi. Donc je n'étais pas au courant que ça faisait partie de mon quotidien. Le sabotage, pour moi, dans l'alcool et l'alcoolisme, c'est tellement progressif qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais quand on se rend compte que ça tourne mal, on est déjà très loin dans le processus. Bien sûr, mais il y a quand même certainement des déclics de vie dans l'identitaire. Enfin, lorsqu'on a cette caractéristique, on va dire, atypique, il y a souvent des difficultés d'intégration, des difficultés de socialisation, même si on ne sait pas, parce qu'effectivement, on fait partie d'une génération. Moi, j'ai fait la même chose, hein. Je le suis aussi et je n'ai pas été diagnostiqué. Mais lorsque l'on a cette information, on relie un petit peu cette histoire. Donc, c'est ce que vous avez fait avec la dépendance. Mais avant, peut-être des sujets affectifs, des sujets d'intégration, de socialisation. Enfin, c'est tous ces points-là qui nous amènent finalement, si on est soutenu, tout va bien. Si on ne l'est pas, eh bien, il y a des solutions drastiques qui viennent s'imposer. Alors à l'époque, comme on ne savait rien, et en ce qui me concerne, mes parents n'ont pas essayé de savoir s'il y avait quelque chose, ou alors j'ai vu peut-être un psy quand j'étais jeune qui n'a absolument rien décelé. Donc j'étais catégorisé marginal. Voilà. Je faisais absolument rien pour l'école. Et ben voilà, donc problème de socialisation. Oh, tout à fait. Voilà, d'intégration, de socialisation. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est normal, il y a une fuite, hein, et on essaye de trouver une compensation. Oui, et la mienne, elle était dans le sport, et au moins dans certains sports solitaires, le tennis, ce genre de choses-là. Parce que le foot, j'ai tenté, mais l'intégration dans l'équipe, ça ne se faisait pas non plus. Ah ben voilà, encore une fois, du collectif. Lorsqu'on est différent, c'est complexe. Oui. Ok. Et donc la voix, l'expression, ça a été une façon de vous reconnecter à vous-même ? Oui, et ça n'a pas été simple, parce que maintenant, si j'avais su qu'apprendre une pièce de théâtre avec une mise en scène complexe, avec des repères et tout ça, était très contraignant pour un TDAH, j'aurais mieux compris pourquoi j'étais à la traîne lorsqu'il y avait des répétitions. Ah ben voilà, mais ce sont des talents que vous avez développés inconsciemment. Alors, nous avons parlé du développement de votre capital identitaire. Alors maintenant, je vous propose de mettre en lumière votre capital humanitaire, car vous avez assumé votre singularité, capitalisé sur votre légitimité, que vous avez renforcé par des diplômes en coaching, en alcoologie, pour maintenant sensibiliser, partager votre histoire et accompagner d'autres dépendants alcooliques. Alors comment fait-on pour passer de l'expérimentation finalement à l'inclusion ? Parce que c'est ce qui se passe en accompagnant des gens. Alors, dans mon parcours, ça a été assez rapidement de me rendre compte que je pouvais faire de cette faiblesse une force. Et lorsque je me suis autoproclamé comme étant quelqu'un qui n'avait plus touché à l'alcool depuis 1 an, ont commencé à venir discrètement sur les réseaux sociaux des messages d'épouses, d'époux, de « Comment fais-tu ? Comment as-tu fait ? Sais-tu que moi dans ce... » Et là, je me suis dit, tiens, moi qui n'ai pas de diplôme, est-ce que je ne me dirigerai pas dans cette voie-là parce que je semble doué au niveau des réponses que je leur apporte ? Exactement, donc ça prend un sens. Ça prend un sens, et il n'y avait aucune
aucune imposture, c'était du véritable et du concret. Et j'étais abstinent depuis 1 an à ce moment-là, quand a émergé cette idée, et je vendais quelque chose entièrement honnête et vrai. Voilà. Légitime, un apprentissage. C'est pour ça que je parle effectivement de l'expérimentation pour aller vers l'inclusion. Et c'est un chemin. C'est un chemin qui se fait progressivement, bien sûr, des prises de conscience. Des prises de conscience, des recherches, qu'existe-t-il pour se diriger là-dedans quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas fini ses secondaires, parce qu'on a été un cancre. Comment peut-on éventuellement rafistoler tout ça pour avoir une certaine crédibilité, parce que coach pour alcoolique, oui, ok, on comprend le sens, mais quand on est vraiment confronté à la maladie, est-ce qu'on se dit, est-ce que je vais faire appel à un coach ? Donc, pourquoi pas, oui, mais c'est pas si facile que ça en vrai. Bien sûr. Et dans ces accompagnements, vous avez trouvé des liens aussi avec des fêlures neurologiques derrière certains de vos patients ? Oui, des fêlures neurologiques telles le TDAH, etc. Oui, j'en ai rencontré plein. Il faut savoir qu'environ 30% des personnes qui ont un TDAH développent une addiction, telle l'addiction à l'alcool, à la cocaïne ou au cannabis. Ce sont les 3 principales. Donc forcément, 1 personne sur 3, grosso modo, que je rencontre, est touchée de près ou de loin. Et pourtant, les adultes, c'est 1 personne sur 25 qui aurait un TDAH. Donc, exactement, on est à 10-20%, je dirais, dans la population, d'une façon générale, dans l'atypique. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a soit un chemin qui est accompagné, où on va tout de suite renforcer justement les potentiels, parce que ce sont simplement des personnes qui sont câblées différemment, avec plein de forces justement et de talents à développer, ou bien on vient pointer les faiblesses et là on entre dans la difficulté de la socialisation et l'école évidemment, on est un petit peu maintenant rattrapé mais pas encore tout à fait, on diagnostique un petit peu mieux mais aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont effectivement développé des addictions, on va dire des compensations qui ne sont pas toujours très positives. Et maintenant nous abordons la dernière partie, le capital monétaire. Car dans le bonheur rentable, l'argent n'est pas un objectif, c'est une énergie qui circule et qui suppose de la conscience et de la compétence. Alors, est-ce que vous avez développé cette double condition dans votre parcours d'apprentissage ? Oui et non. Oui et non, ce rapport à l'argent est quand même particulier. Dans mon histoire, j'aime bien répéter toujours que ça fait partie de mon histoire, ces addictions m'ont coûté tellement d'argent. À la fin, il ne restait de l'argent plus que pour mes consommations, ce qui fait que quand j'ai arrêté, il y a 10 ans, toutes ces idioties, j'ai recommencé à avoir une vie normale, j'ai recommencé à avoir une vie sur laquelle il y avait un compte en banque qui avait encore quelques euros à la fin du mois, et puis de plus en plus, et j'ai commencé à me rendre compte que finalement on pouvait faire des belles choses avec des sous. Donc j'ai quand même gardé de loin un œil sur ce qui se passait sur mon compte en banque. Et effectivement, même si ce n'est pas un objectif, c'est quand même un moteur qui permet d'atteindre certains objectifs. Donc j'ai effectivement décidé de développer mon activité actuelle sans oublier que ça pouvait me faire vivre aussi. Exactement, c'est une compétence, donc il y a d'abord un lien à l'argent et bien sûr il y a une sécurité. La première, ça c'est la pyramide de Maslow et ça reste évidemment totalement vrai, de mettre en place une sécurité, mais ensuite effectivement le chemin, en tout cas que je préconise dans le bonheur rentable, c'est de retrouver ce contact à sa passion ou à son expertise, et c'est ce qui s'est passé là dans votre chemin. Simplement, il y a cette compétence aussi et cette valeur qui est aussi liée à la confiance en soi, à s'autoriser quelque part, de demander une valeur pour ce que l'on apporte. Et ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti ? Oui, il y a un psychiatre qui disait qu'il n'y avait rien de plus puissant dans le domaine des addictions et des soins de santé mentale qu'une personne qui avait une connaissance du vécu et qui était en plus formée. Et donc j'ai gardé ça en tête en me disant plus je me formerai et plus mon vécu sera important et prendra de la place dans mes thérapies, plus j'aurai de la valeur. Et je ne parle pas spécialement de valeur financière, mais quelque part, si, parce que je prends un exemple maintenant, j'accompagne un jeune qui n'a pas encore 40 ans et je le suis quasiment au quotidien, ce sont des choses qui coûtent, mais j'ai un domaine d'expertise qui est presque inégalé.
Et sans fausse modestie, je pense qu'il a essayé une dizaine de psychiatres avant de me trouver. Et là, pour l'instant, ça fait 1 an qu'il n'a plus rien consommé. Donc, effectivement, j'ai une expertise qui coûte un peu de sous. Exactement, une valeur d'inclusion qui permet, on peut le dire aussi de l'autre côté, d'économiser de l'argent à la société. Donc il y a aussi une valeur qui est à portée collective, sociale et sociétale. Et ça, c'est un devoir, même lorsque l'on a effectivement tout un parcours comme ça, comme le vôtre, d'inspirant, de pouvoir aller au bout du chemin pour aider les autres en ayant capitalisé sur l'expérience et la compétence au travers de la formation et évidemment dans cette valorisation. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Eh bien, merci Alexandre d'être venu surfer sur la vague du bonheur rentable en nous partageant votre cheminement de fêlé. Je rappelle le nom de votre émission sur BXFM, Sans Accroc. On vous trouve également sur LinkedIn et sur Facebook, BEHIER, et bientôt sur un site alexandrealcologue.be, si j'ai bien tout compris. Tout à fait. Merci beaucoup Valérie. Eh bien, merci à vous. Continuez à nous inspirer. À très vite. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.